Non, les femmes sont mécontentes parce qu'elles trouvent pas aussi des hommes qui sont à leur hauteur. Tu veux parler de Love is Blind? Aujourd'hui, qu'est-ce que le mec peut t'apporter? Que si tu vois que ta femme, elle travaille, qu'elle est indépendante, bah t'attends pas à ce que quand elle rentre à la maison, qu'elle soit une femme au foyer. Ah, mais du temps de nos mamans, du temps de vos mamans, elles souffraient et elles pouvaient pas parler. Aujourd'hui, on veut pas souffrir, nous les femmes. T'as un petit like sur ta photo, t'es content, on est à la recherche de la dopamine. Et puis après, tu changes. Ah, mais moi, j'ai fait un date, j'ai invité la fille, j'ai payé 100 €. Après, elle m'a ghosté. Si je pars au resto, bah oui, c'est normal que ce soit mon mec qui paye et pas moi. Ah là là, je dirais le patriarcat. Je suis moi-même scénariste, réalisatrice. J'ai un festival depuis 4 ans qui s'appelle Ciné Nomade. Au bout d'un moment, j'ai coupé court avec le cinéma français parce que j'en avais marre des représentations. Je devenais allergique aux films de banlieue. Et du coup, c'est les mangas qui m'ont amené un petit peu dans la littérature. Et pour moi, le livre, c'est ce qui me lance dans une réflexion. Et il m'avait offert à l'époque L'Alchimiste de Paulo Coelho. J'ai pas peur de rêver parce que j'ai compris que quand tu rêves et quand tu veux vraiment quelque chose, c'est tout l'univers qui conspire à avoir ce que tu veux. Et quand tu lis cet ouvrage, tu comprends à quel point Aïcha, dis-moi qui tu es sans me dire ce que tu fais. Alors, je pense que je suis une grande petite fille, encore, très rêveuse, très passionnée. Je dirais que j'aime oser, j'aime sortir de ma zone de confort et suivre mes convictions, parce que j'ai des grandes convictions et des valeurs. Et je pense que c'est mes convictions, mes valeurs qui me feraient mon chemin dans la vie. Je sais pas si je dois me décrire plus, ou ça déjà c'est pas mal. Si mais... tu trouves qu'il y a des choses à ajouter, tu peux y aller. Non, je pense que ça me décrit bien. Je pense que je suis encore un... Quand je dis un grand enfant, c'est dans le sens où les enfants, on leur laisse encore parfois dans leur monde rêver, penser des choses. Et quand on arrive dans la vie adulte, parfois on se restreint parce qu'on a des responsabilités, parce qu'on a des enjeux. Et je pense que quand on travaille dans un certain secteur, dans un certain domaine, eh ben cette âme d'enfant, on la garde parce qu'on est un peu entêté à suivre nos rêves et nos passions, malgré nos responsabilités, malgré nos engagements. C'est ce qui nous porte en fait dans la vie. Et quand on nous enlève ça, on nous enlève une partie de nous. Donc, je pense que voilà, ça me décrit bien. Et qu'est-ce qui te permet de garder ton âme d'enfant ? Bah, comme je l'ai dit, ce qui me permet de garder mon âme d'enfant, c'est de garder cette passion qui est en moi. Et de faire. C'est-à-dire que je vais penser à quelque chose, je vais rêver de quelque chose. Et ben, je vais pas faire que rêver, je vais aussi me battre pour que ce rêve devienne réalité. Sauf que quand on devient adulte, bah maintenant, quand on veut mettre en place ces rêves-là, et ben, on se positionne en stratégie, en projet, et puis on développe, et puis on suit nos actions. Donc, c'est un petit peu ce que je fais, et je pense que c'est ce qui me porte dans ma vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale. C'est de garder ces idées-là et d'avoir cet idéal que je suis, qui est peut-être un peu naïve. C'est aussi garder un peu cette naïveté, je pense, en nous, de voir le monde comme dans nos rêves. Parfois, on nous dit un peu qu'on est un peu sur la lune ou qu'on rêve peut-être un peu trop. Mais j'aime bien croire à ça parce que voilà, je pense qu'on rêve jamais trop et je pense qu'on en a besoin dans ce monde-là où on voit les choses qui s'accélèrent. Je pense qu'on a besoin de garder nos convictions, de continuer d'idéaliser certaines choses et de se battre pour un meilleur monde, même si on va apporter qu'une petite pierre à l'édifice, bah au moins on contribue à notre échelle. C'est beau. Et du coup, maintenant, Aïcha, que fais-tu et surtout, pourquoi le fais-tu ? Alors là, je dis ce que je fais réellement et concrètement. Ce que je fais, on va dire que j'ai plusieurs casquettes. Donc ça aussi, ça rentre un peu en ligne de compte de cette naïveté, de oser, de pas être que dans un seul... de pas être résumé qu'à une seule chose. Je dirais que
Actuellement, je travaille dans la diplomatie culturelle, dans une institution culturelle en France, où je vais intervenir en faveur des industries culturelles et créatives sur le continent africain. Donc ça m'amène une casquette assez, on va dire, diplomatique. Et puis après, j'ai une casquette aussi artistique, où je suis moi-même scénariste, réalisatrice. Je vais écrire des séries, je vais écrire des films, je vais écrire des documentaires. Et puis j'ai aussi une casquette entrepreneur culturel, où j'ai un festival depuis 4 ans qui s'appelle Ciné Nomade et qui vise à projeter des films de réalisateurs africains dans les zones les plus reculées de Guinée. Et en même temps, j'ai une jeune casquette de productrice, puisque je commence aussi à me lancer dans la production de films et de contenu africain. D'accord. Tu as évoqué Ciné Nomade et tu as évoqué le cinéma. C'est quelque chose que, j'imagine, occupe une grande partie de ta vie. Parle-moi de ta rencontre avec le cinéma. D'où t'es née cette passion pour le cinéma? Alors, je pense que le cinéma, j'ai toujours aimé écrire, réaliser, mettre en scène sans m'en rendre compte. Je pense qu'au collège, j'avais écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Le 5e avenue de la République. Et que c'est une pièce de théâtre qu'on a filmée, que mes professeurs au collège avaient trouvé super. Donc, en fait, il l'avait réalisé avec mes autres camarades de classe. J'ai encore la cassette chez moi, que ma mère a bien conservé, le petit DVD. Et en fait, c'était un peu une espèce de satire où, dans un immeuble, on voyait à chaque étage des personnes issues de l'immigration. Donc, au premier étage, c'était des Maliens à qui on avait coupé l'eau. Au deuxième étage, c'était des personnes asiatiques qui essayaient de faire... Enfin, voilà, j'essayais un petit peu... Et j'avais déjà ça, et je mettais en scène, et j'écrivais les dialogues. Et j'avais fait ça avec des amis aussi qui m'avait accompagnée. Donc j'avais déjà un petit peu ce truc-là où j'aimais mettre en scène, j'aimais écrire aussi beaucoup. Et en fait, ce qui m'a amenée vers le cinéma, c'est aussi, je dirais, mon identité, la recherche de mon identité, parce que je pense que quand on est né en France, de parents étrangers issus de l'immigration, on se cherche toujours, on essaye toujours de savoir notre identité, parce que quand on est en France, souvent on est perçu comme des étrangers, et quand on va dans nos pays d'origine, on est aussi perçu comme des étrangers. Donc au final, on n'est jamais chez soi. On est entre deux rives tout le temps. Et moi, je sais que j'ai fait un espèce de saut quand j'étais au collège. J'étais dans un collège ZEP où il y avait que des Noirs et des Arabes, pratiquement. Mm-hmm. Et puis après, au lycée, je suis allée dans un lycée où j'étais la seule noire de ma classe, limite. Donc, c'était un changement qui m'a un peu choquée. Et c'était aussi un changement de classe sociale. J'étais parmi des enfants qui étaient quand même très, très aisés quand j'étais au lycée. Et pour moi, c'était un peu un choc de me retrouver et la seule noire, et en plus, je pense, la seule noire qui n'était pas forcément hyper friquée, aisée, etc. Et c'est ce qui m'a amenée un peu à vouloir chercher mes origines. Et du coup, quand je suis allée à la fac, j'ai fait des études d'histoire africaine. Et c'est en faisant de l'histoire africaine que je me suis intéressée au cinéma, parce que je suis une grande passionnée d'histoire de manière générale. J'adore la Révolution française, je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc j'adore l'histoire. Et quand j'ai étudié l'histoire de l'Afrique avant l'esclavage, avant la colonisation, que j'ai étudié l'Afrique des grands empires, l'Afrique médiévale, etc., en fait, ça m'a passionnée. Je me suis dit, mais c'est trop dommage qu'on ne voit pas des films comme Soundiata Keita au cinéma, bien qu'il y en ait eu, mais sur le grand écran, de manière plus moderne, etc. Et je voulais voir ça, parce qu'il y a des films sur Napoléon, des films sur la Révolution française, il y en a pléthore. Mais alors des films sur des pans de l'histoire africaine, il n'y en a pas tant que ça, à part beaucoup de films sur l'esclavage qui nous montrent aussi en victime, quoi. Donc c'était ce changement de narratif et aussi ce manque de représentation des Noirs dans le cinéma français qui m'a donné envie de m'intéresser au cinéma. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma américain, où là, on voit un peu plus de représentation, notamment, voilà, à l'époque, même maintenant, on voit des Denzel Washington, voilà, on voit quand même des Noirs qui ont fait une belle carrière, des Gabrielle Union, etc., qui ont fait des films. Donc, j'étais vraiment accro à l'époque aux films, notamment de Tyler Perry. Bon, maintenant, je suis vachement critique, mais avant, il n'y avait que ça. Pardonnez-nous, les Madea. Voilà, il y avait, à l'époque, voilà, il n'y avait pas non plus beaucoup de choses. Donc, voilà, on consommait ce qu'il y avait, quoi. Ouais. Et je regardais ça avec ma sœur, mais ces histoires, elles sont ce qu'elles sont, mais au moins, en fait, on se voyait un petit peu à l'écran, même si c'était toujours les mêmes histoires, etc. Mais ça changeait de la France où, toujours, je voyais des histoires de banlieue.
banlieue, cité, le gars noir qu'on va foutre en prison, la femme noire, enfin tout le temps, soit la prostituée, soit donc toujours des représentations qui doivent être représentées en soi, mais toujours beaucoup de négativité, des histoires dramatiques. Mais ça, tu sais, c'est incroyable que tu en parles parce que c'est une question que je me suis toujours posée. Non seulement lorsque les réalisateurs français en général s'intéressent à la banlieue, c'est toujours des films qui sont caricaturaux, mais pourquoi même les gens issus de l'immigration, lorsque eux-mêmes font des films sur la banlieue, ils vont encore plus loin dans les caricatures? C'est vraiment complexe. Hein. En fait, parfois, on a tellement l'habitude de voir ça que je pense qu'inconsciemment, on se met dans ce cadre-là. Et aussi parce qu'il y a des enjeux de financement qui font que certains financements, si tu veux les avoir, ça passe pas. Moi, je sais que j'ai une série qui est dans les tuyaux avec une boîte de prod. Je vais pas spoiler, mais ça parle. Mon personnage principal est une femme voilée, mais c'est pas le voile n'est pas le sujet de ma série. Le sujet de ma série, c'est une jeune femme, qui suit ses rêves, sa passion, et ça parle beaucoup de mode, de fashionista, etc. Donc voilà. Mais je me dis, en France, on a du mal. Pareil, on a du mal en France à avoir une famille noire riche. Vraiment, on me dit souvent, mais il y a des problèmes d'identification à des personnages parce que, en fait, t'as des personnages qui sont pas des migrants qui galèrent. Non, tu peux avoir des personnages de noirs qui sont riches, intelligents, etc. Et en France, on va dire non, on va pas s'identifier. Est-ce que, pendant que tu dis ça, je réfléchis à un truc, c'est que est-ce que ça justifie pas quelque part aussi le succès de certaines séries sénégalaises et nigérianes qui montrent justement des familles riches, des familles puissantes, ou surtout de la part de cette France issue de l'immigration. Moi, je sais que toutes mes copines qui sont nées en France et qui sont issues de l'immigration, elles regardent toutes les séries sénégalaises. Exactement. Même moi, je consommais les séries sénégalaises parce que ça change. Et en plus, les séries sénégalaises, elles abordent énormément de problématiques liées aux relations hommes-femmes, liées à plein de choses. Donc, ça nous intéresse. On se reconnaît dedans. Mais c'est vrai que moi, au bout d'un moment, j'ai coupé court avec le cinéma français parce que j'en avais marre des représentations. Je devenais allergique aux films de banlieue. Pourtant, ils sont... Enfin, voilà, je pense que... Il y a des thématiques qui sont intéressantes, mais en fait, avoir tout le temps la même chose, c'est insupportable parce qu'on a besoin de se voir aussi. Et là, j'ai des filles. Je suis contente aujourd'hui qu'il y ait de plus en plus de femmes noires qui prennent de la place au niveau de l'audiovisuel, que ce soit dans les ICC comme la musique avec Aya Nakamura ou des choses comme ça, mais au moins on les voit et on voit plusieurs types de femmes, on voit plusieurs types d'hommes noirs, on voit plusieurs types de personnes non blanches qui émergent et qui font des choses géniales. Et je pense que pour la représentation, c'est hyper important. On a besoin de changer les narratifs, on a besoin de changer en fait les récits. On n'est pas obligé toujours de se retrouver dans des rôles où on est victime, où on a des rôles dégradants. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a la nouvelle génération qui veut reprendre sa revanche sur ça. Et j'en fais partie. On a envie de raconter aussi d'autres choses. Après, c'est toujours important de dénoncer certaines choses. Je pense que c'est toujours important. Il y a des choses qui gangrènent. Mais il faut savoir aussi comment les dire pour être juste et pas tomber dans la caricature. Après, on peut dire tout. C'est un grand débat de dire caricature, parce que dans le cinéma, on va dire mais tout est caricature, etc. Mais en fait, il y a caricature et caricature. Il y a des choses qu'on voit et revoit, et on en a marre de voir. Et aujourd'hui, voilà, on veut changer le narratif. Et je pense que voilà, tout est parti de là, en tout cas pour moi, par rapport au cinéma. C'est vraiment mon envie de me voir représentée à l'écran, voir d'autres rôles exister, émerger, d'autres histoires, parce qu'on a aussi beaucoup d'histoires à raconter. Et aussi avoir d'autres modèles. Je peux être une femme noire qui est avocate, et qui vit des dramas ou je sais pas quoi, et je suis pas obligée d'être une femme de ménage parce que je suis noire, quoi. Donc c'est un petit peu tout ça à changer, quoi. Bien sûr. Tu parles beaucoup de quête identitaire. Dans cette quête identitaire, qu'est-ce que tu as appris sur toi? En fait, ça a été un peu dur, je dirais, ma quête identitaire pendant ma période adolescente. Parce que je pense que quand j'étais au lycée dans le 17e, où j'étais la seule noire, un bout d'un moment, j'ai perdu pied. Et pour me conformer à ce que je voyais, j'ai essayé un peu de ressembler à ces filles-là. J'ai essayé de me lisser les cheveux. J'ai essayé de leur ressembler quelque part, tu vois, d'avoir un style un peu plus blazer, très parisien, bobo, etc. Et quand je suis allée en première en Guinée, quand je suis revenue, j'ai coupé mes cheveux. J'ai fait mon big shop et je suis revenue à l'afro. Et du coup, même si je portais des mèches, c'était que des mèches afro, etc. Et puis après, à la fac, je suis
complètement devenue vraiment la Black Panther avec ma grosse touffe afro que j'assumais totalement. Je prenais soin de mes cheveux. Mais attention, en fait, j'étais devenue limite extrême dans le sens où j'avais que des copains qui aussi portaient mes convictions. Je m'étais fait des copains avec qui on organisait un événement qui s'appelait le collectif 10 mai à la Bellevilloise. Donc, c'était avec Christiane Taubira à l'époque. On avait échangé avec elle et on parlait de la journée du 10 mai, qui est la journée de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en France, mais que personne ne connaît d'ailleurs. Et du coup, on avait fait un événement qui s'appelait « Y'a quoi le 10 mai ?» parce qu'on s'est rendu compte que personne ne savait ce qu'il y avait le 10 mai. Et on faisait un événement artistique où on invitait des artistes peintres, des musiciens, des rappeurs, parler autour du racisme, de l'histoire aussi, du poids de l'histoire qui n'est pas racontée en France comme ça devrait l'être, etc. Et j'étais vachement énervée, je dirais, parce que plus j'étudiais l'histoire de la colonisation, plus je m'intéressais en fait à tous les mouvements antiracistes, contre l'apartheid, contre la ségrégation, les mouvements aussi en France. En fait, plus j'étais en colère. Et du coup, j'étais... je déteste dire ça parce qu'à chaque fois on nous dit la Black Angry Woman, mais j'étais une femme noire en colère, je dirais, en France, parce que je me disais, mais en fait, il y a trop d'injustices, il y a trop de choses qui ne vont pas, et du coup, j'étais vraiment en colère. Non, mais de toute façon, dans la prise de conscience identitaire, j'ai l'impression que c'est un passage obligé. Oui, il y a la colère. À un moment donné, tu es toujours un peu extrême dans ta démarche. Exactement. Parce que tu es juste révoltée, en fait. C'est ça, tu es révoltée de ce qui se passe. Et moi, j'étais totalement révoltée. En plus, comme je suis portée par mes convictions, du coup, j'avais besoin de poser des actions. Donc, justement, organiser des événements, parler du racisme. On faisait plein d'événements pour montrer notre culture. Et du coup, tu as cet attachement à ta culture que tu as l'impression de connaître, mais que toi-même, parfois, tu caricatures. Bien tu sûr. vois. Bien Genre, sûr. je devais mettre ma touffe afro, je m'habillais machin avec mes potes. On était en mode Black Panther. Alors mes potes mecs, eux, ils étaient en mode Black Dandy, ils étaient hyper stylés. Mais on se croyait trop genre dans les années, tu vois, 90 et tout. Non, mais c'était génial cette époque-là. Et après, en fait, en allant à la fac et en allant en Guinée, quand je suis vraiment partie en Guinée parce que j'avais eu un premier poste, etc. là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage total entre moi, mon côté Black Panther, Thomas Sankara. Franchement, quand je suis allée en Guinée la première fois pour mon premier poste, je pensais que j'étais Thomas Sankara. Ouais. Je me disais, je viens en Guinée pour vous sauver. Non, mais vraiment. Ça, c'est incroyable. Tu vois, j'étais vraiment j'étais dans le panafricanisme, tu vois. J'étais là, mais il faut être panafricain, l'Afrique. Et en fait, quand j'allais en Guinée, j'avais des amis là-bas, ils étaient là, mais c'est la Guinée, en fait. Genre, à l'Afrique, moi, je suis pas kényan, je ne suis pas nigérien, je suis guinéen déjà. Je veux aider la Guinée. Et moi, j'étais là, non, mais c'est l'Afrique. Et en fait, j'étais là, non, c'est la Guinée. Donc déjà, il y avait un déphasage, quoi, par rapport à moi, française, qui me disait l'Afrique, c'est une unité, ça ne fait qu'un, quoi, tu vois. Tandis que non, en fait, l'Afrique est plurielle, il y a plusieurs pays, c'est très différent. Déjà, rien que de la Guinée au Sénégal, c'est différent, tu vois. Moi, c'est l'exemple que je donne toujours. Je dis, rien qu'au Sénégal, on parle une vingtaine de langues, on est hyper différents. Tu vas chez nos voisins, on n'a pas du tout les mêmes cultures. Exactement. Mais sauf qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais quand on est de la diaspora, parfois, on reproduit certaines choses de colons. Et j'ai mon copain qui, lui, me dit souvent, mais Aïcha, tu te rends pas compte, mais parfois, j'ai comme une colon. Je dis, mais non, mais pas du tout. C'est juste qu'il faut faire ci. Mais en fait, si je me suis rendu compte que la première fois où je suis allée en Guinée, j'avais un certain poste. Après, j'étais très jeune. T'as un certain nombre de responsabilités, etc. T'es perçue comme la blanche. Moi, on m'appelait Fauté, hein, en sous-sous, ça veut dire la blanche. En gros, qu'est-ce qu'elle fout là, la petite blanche, etc. Et ça me vexait encore plus parce que pour moi, j'étais en mode Black Panther, Thomas Sankara, je reviens aux origines, je suis enfin chez moi, en fait. Et en fait, non, même chez toi, on te dit que tu viens de l'autre côté, on te rejette quelque part, tu vois. T'es pas à ta place, en fait. T'es jamais à ta place. Et ça, moi, je l'ai vraiment mal pris. Je me suis vraiment sentie très, très mal. Mais ça m'a permis de redescendre aussi. Tu vois, il y avait ce truc-là j'étais persuadée que je faisais quelque chose pour sauver. En fait, non. Quand tu viens aussi dans ton pays d'origine, c'est de l'immigration. Enfin, je ne retourne pas, en fait. Je l'ai jamais quitté, ce pays, puisque je le connais pas. Et c'est là que j'ai compris. J'ai jamais autant compris que j'étais française que quand j'étais en Guinée. Je me suis dit, en fait, je suis vraiment française. Tandis que quand j'étais en France, j'étais là, non, mais je suis guinéenne, je suis africaine, nanana. Et en fait, maintenant, je dirais que je suis les deux.
Et j'assume totalement. Je suis guinéenne et africaine, et je suis française et européenne. Et je suis les deux, ça fait partie de mon identité. Et j'en joue, et je me dis que c'est une richesse d'avoir ces deux cultures. Parce qu'en fait, on navigue, et ça nous a appris à être des vrais caméléons. C'est-à-dire que partout où tu nous mets, je pense qu'on arrive on arrive en fait à s'en sortir, à communiquer, à aussi... je dirais, il y a un terme bien précis pour ça, hein, des transfuges un peu de classe. On arrive en fait partout, dans n'importe quelle catégorie sociale, mais aussi dans n'importe quelle communauté. Je pense à se frayer, à s'adapter, tu vois. Et ça, c'est une vraie richesse, je pense, aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi un peu à naviguer dans mes deux cultures et à me stabiliser, à me dire, en fait, je suis les deux. Je suis pas que l'un, je suis pas que l'autre. Et voilà. Très bien. Tu parlais de ta rencontre avec Conakry au moment où tu es parti à Conakry. Moi, en faisant des recherches sur toi, je suis tombé sur Welcome to Conakry. Ouais. Parle-moi un peu de Welcome to Conakry. Comment ça t'est venu? C'est quoi l'histoire derrière Welcome to Conakry? Alors, Welcome to Conakry, c'est une idée que j'ai eue en 2015. Où le virus Ebola sévissait en Guinée. Vraiment, la Guinée était connue pour Ebola. Et moi, à cette époque, je faisais mes échanges universitaires. J'étais en échange universitaire au Canada. Mais j'en ai profité pour bouger beaucoup. Donc, je suis allée voir une copine en Colombie, en Amérique latine. Je suis allée à Miami, je suis allée aux États-Unis. Donc, j'avais beaucoup bougé. Et je prenais avec moi ma caméra et je voulais faire une espèce de documentaire sur la diaspora noire dans le monde. Et souvent, quand on me posait la question d'où est-ce que je venais, je leur disais la Guinée et les gens déjà ils savaient pas où placer la Guinée sur une carte, mais parfois on me disait la Guinée Ebola, donc on associe la Guinée avec Ebola, tu vois. C'est terrible. Et je me dis mais c'est terrible. Et même quand je me souviens, ça m'avait marqué quand j'étais arrivée aux États-Unis, il y avait une pancarte avec les gens qui viennent de Guinée, de Sierra Leone, attention Ebola et tout. Donc je me dis mon pays il est connu partout dans le monde à cause de Ebola, alors que c'est pas que Ebola. Et même quand tu tapais la Guinée, c'était soit tu voyais Dadis Camara, coup d'État militaire plus Ebola, enfin ça donnait pas du tout envie de venir. Et du coup, à la fin de mon échange universitaire, j'en ai profité pour aller en Guinée, pour faire un petit stage, mais c'était vraiment un prétexte pour que mes parents me laissent partir. Et j'ai tourné une courte vidéo de 2 minutes qui s'appelait Welcome to Conakry. C'était un espèce de micro-trottoir. J'allais dans la rue, je demandais aux policiers, je disais, mais dites Welcome to Conakry, il faut montrer comment la Guinée, elle est belle. Donc, totalement naïve, je montrais les endroits, je disais, mais non, mais je veux que les gens y voient autre chose de la Guinée. Et en fait, cette courte vidéo de 2 minutes, à l'époque, elle avait fait plus de 100 000 vues sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça avait grave tourné. Je m'attendais pas du tout à ça parce que franchement, j'avais même honte de la poster. Je me dis, putain, la qualité, elle est terrible, c'est horrible et tout. Je l'avais fait avec un jeune de Conakry, j'avais pas les matos et tout. Et je l'ai lancé, mais en fait, ça a bien marché. Et je me suis contactée par le ministre de la Culture de l'époque, par le consul de Conakry, enfin de Guinée à Los Angeles, qui fêtait la nomination de Conakry comme capitale mondiale du livre par l'UNESCO. Et du coup, j'ai été invitée à UCLA à LA. Je suis allée là-bas et j'ai rencontré le ministre, etc. Ils me disent, mais c'est toi la jeune fille qui a fait Welcome to Conakry? Je leur dis oui. Et ils me disent, écoute, nous, on a ce gros programme mondial de l'UNESCO, on aurait bien te recruter dans notre équipe. Et du coup, on aimerait te proposer d'être la vice-commissaire en charge de la communication. Et moi, à cette époque-là, j'avais juste ma licence d'histoire, je la finissais. Je me suis dit, OK, on me propose un bête de truc, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'après ma licence, je fais une année de césure? Je travaille sur un programme de l'UNESCO en Guinée. Bon, j'ai pas trop réfléchi, je dis vas-y, gigo. Gigo. Et c'est dans cette époque-là que j'ai lancé une campagne de crowdfunding pour vraiment là faire 4 épisodes de Welcome to Conakry où j'allais montrer en fait des choses qu'on ne voit pas beaucoup sur la Guinée. Donc un épisode sur la mode, un épisode sur le retour au pays, sur la nourriture, etc. pour montrer autre chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. J'en avais marre des clichés, des idées reçues qu'on montrait, des enfants au gros ventre qui pleurent, enfin voilà, de cette Afrique misérabiliste. Et c'était un peu à cette époque-là qu'il y avait aussi une grande sœur que j'aime beaucoup, qui est camerounaise, qui s'appelle Diane Audrey Ngako, qui avait fait visiter l'Afrique à cette époque-là, un site un Instagram où tous les gens postaient des belles images de l'Afrique. Et c'était un peu un grand moment de retour au pays, 2015-2016. Il y avait beaucoup de gens qui retournaient au pays. Donc, c'était un peu dans cette vague-là de montrer autre chose de l'Afrique que je me suis inscrite avec Welcome to Conakry. Et dans tout ce parcours que tu me racontes, quelle place le livre a joué dans ce parcours-là? D'abord, j'aimerais que tu me parles de ta rencontre avec le livre déjà. Comment se passe le début?
de ta rencontre avec les livres? Est-ce que tu fais partie des gens qui ont grandi dans un foyer où le livre était présent, ou est-ce que ta rencontre avec les livres a été plus tard? Et quel rôle le livre a joué dans ton parcours? Alors moi, le livre, c'est assez particulier. Déjà, pour ma petite histoire, je suis née en France, mais à l'âge de 3 ans. Enfin, à l'âge de 1 an, ma mère, elle m'a laissée en Guinée avec mes grands-parents. Je suis revenue à l'âge de 4 ans à peu près. Du coup, j'ai fait que la moyenne section. J'ai pas fait la petite section, je fais la moyenne section. Mais j'avais des difficultés quand j'étais venue à parler français parce qu'on m'a mis directement en moyenne section et je parlais pas français. Je parlais ma langue natale, enfin ma langue d'origine. Et du coup, en CP, j'avais vachement de difficultés à la lecture. Et du coup, j'étais obligée d'aller voir une orthophoniste. Donc, j'ai vu une orthophoniste jusqu'en CE2 pour la lecture, etc. Et ma mère, elle nous achetait des dictionnaires à l'époque. Et elle voulait qu'on lise les dictionnaires. Je me disais, mais on va pas lire des dictionnaires, quoi, tu vois. Elle disait, mais si, mais il faut lire des dictionnaires. Je me dis, mais on va pas lire des dictionnaires. Enfin, les dictionnaires, c'est quand t'as besoin et que tu lis. Donc, j'aimais pas trop ça, mais j'aimais bien aller à la bibliothèque parce que j'avais des grandes sœurs et des grands frères qui lisaient énormément de mangas. Et elles adoraient aller à la bibliothèque pour lire des nouveaux mangas et tout. Et du coup, j'ai commencé à lire des BD, donc que ce soit Boule et Bill. Après, j'ai commencé à m'intéresser aussi en manga. Et du coup, c'est les mangas qui m'ont amené un petit peu dans la littérature. Et j'ai commencé après, petit à petit, à lire des romans. Et c'était souvent des romans qui avaient toujours la même chose. C'était souvent des romans qui racontaient des histoires intimes, un peu autobiographiques, à la première personne du singulier, etc. J'adorais les romans témoignages, là, qui parlaient de femmes, etc. Donc, j'ai commencé vraiment à m'intéresser, en fait, à la lecture comme ça par la bibliothèque. Et j'allais tout le temps à la bibliothèque. Genre, j'avais une bibliothèque en bas de chez moi. Et j'avais plusieurs cartes. J'avais les cartes de mes sœurs, de mes frères. En plus, on était 5, donc j'avais les cartes de tous mes frères et sœurs. Et je prenais des gros cartables et j'empilais des livres dedans. Et j'adorais revenir de la bibliothèque avec des nouveaux livres. Et je passais mes soirées dans la chambre à lire. Et c'était mes meilleurs moments. Genre vraiment à lire des Boule et Bill, manger mon petit sandwich à côté. Et du coup, ma mère, elle voyait que je lisais énormément. Donc pour ma mère, qui n'a pas fait d'école, pour elle, si elle me voyait lire, même si c'était des BD, elle me disait « Ah, mais Aïcha, c'est une bonne élève parce qu'elle lit tout le temps. » Tu vois. Et le fait que ma mère ait cette confiance en moi, de fait qu'elle pensait que j'étais une bonne élève, alors que bon, franchement, à l'école, en primaire, j'aimais pas trop l'école, quoi. Ça me saoulait. J'étais une élève moyenne, quoi. Mais le fait que ma mère me faisait tellement confiance, en fait, ça m'a poussée à être une excellente élève au collège. Je suis toujours dans le top 3 et tout, parce que ma mère avait confiance en moi. Et tout ça à cause et grâce à la lecture. Donc vraiment, ma connexion avec la lecture, c'était vraiment avec la bibliothèque. J'ai noué, en fait, une relation avec la bibliothèque depuis j'avais à peu près 8 ans, donc depuis la CE2, jusqu'à la fac. J'adore aller à la bibliothèque. Et maintenant, quand tu rentres chez moi, la première chose que tu vois, c'est une énorme bibliothèque qui prend tout le mur en face de mon salon. Et il y a que des bouquins dedans. Je me sens bien, en fait, quand j'ai des livres autour de moi. Et qu'est-ce que tu lis aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, de plus en plus de la littérature africaine. Je me suis intéressée à la littérature africaine pendant mes études à la fac, quand j'ai commencé à faire des études en histoire africaine. Tu sais, dans la période Black Panther, etc. J'avais besoin En fait, avant cette période-là, je lisais toutes sortes d'ouvrages. Vraiment, je m'intéressais à tout. J'adorais lire des contes. À chaque fois, quand j'allais à la bibliothèque, je prenais des recueils de contes du monde entier. Il y avait des contes d'Amérique latine, des contes d'Arabie, des contes d'Afrique, J'adorais. Donc, j'adorais ce côté voyage, ce côté découvrir, en fait, la culture des autres par la lecture. Et j'empruntais énormément de livres. C'était une collection de livres des contes du monde entier. Et à chaque fois, il y avait un roman et puis tu lisais plusieurs contes. J'adorais ça. Et j'ai oublié ce que j'allais dire. On en était où? Tu étais en train de me raconter ton rapport au livre aujourd'hui, ce que tu lis en général. Oui, voilà. Et du coup, maintenant, ce que je lis, c'est de plus en plus de littérature africaine. J'ai commencé... en fait, ça a été un peu au même moment que le cinéma. C'est-à-dire, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma africain, notamment au cinéma de patrimoine avec les Ousmane Sembène, etc., La Noire d'Œuf. Et à cette même période, je m'intéressais aux romans, à la littérature africaine avec Amadou Hampâté-Bâ, Amkoulel l'Enfant Peul, avec Amadou Kourouma, Allah n'est pas obligé, etc. En fait, j'ai lu tous les classiques africains. C'est comme ça que je suis rentrée, on va dire, dans la littérature africaine.
Qu'est-ce qui, selon toi, fait un bon livre? Pour moi, ce qui fait un bon livre, c'est un livre qui me fait traverser les émotions. C'est un livre qui me marque, c'est-à-dire généralement quand je ferme la dernière page, je suis en mode soit ça me manque, soit j'ai envie de relire, soit en tout cas, c'est un livre qui me laisse pas indifférente, qui va me trotter à la tête et je vais réfléchir à plusieurs choses de ce livre, ou soit je vais avoir envie d'en débattre. Par exemple, la ferme de George Orwell, Ferme des animaux, j'avais envie d'en parler avec quelqu'un. Il fallait que je débatte, fallait que je dise qu'est-ce que ça m'évoque, etc. Et pour moi, le livre, c'est ce qui me lance dans une réflexion. Ou c'est ce qui me donne une réflexion pour pouvoir nourrir une idée, pour pouvoir nourrir un projet, pour pouvoir changer d'idée. En tout cas, ça me laisse pas indifférente. C'est super que tu dis ça parce que je m'identifie totalement à ce que tu es en train de dire parce que moi, j'ai le même sentiment à chaque fois que je ferme un livre qui m'a marqué. Déjà, j'ai envie de le partager avec tout le monde. J'ai envie que tout le monde lise le même livre. J'ai envie d'en parler et c'est ce qui, dans un premier temps, m'a motivé pour lancer la série d'interviews que je faisais sur la bibliothèque africaine. Et c'est ce qui m'a drivé aussi pour lancer ce podcast. Parce que en fait, ça sert à quoi de se le garder à nous-mêmes lorsque on a lu un livre qui nous a changé la vie pour certains, qui a changé notre vie pour certains. Donc, je m'identifie totalement à ça. Et en préparant cette interview-là, ce podcast-là, on a parlé des différents livres qui ont marqué ta vie. Alors, il y a certains avec lesquels j'étais assez familier. On a parlé de Allah n'est pas obligé de Amadou Kourouma, dont tu as parlé tout à l'heure. On a parlé de La ferme des animaux de George Orwell, que j'ai lu très récemment. On a parlé de L'alchimiste de Paulo Coelho. Et en fait, en préparant cette interview, j'avais décidé qu'on allait parler de ces 3 livres-là. Et en fait, il y a quelque chose qui est venu bousculer tout ça, c'est que ce matin, alors j'ai décidé que j'allais lire Les Impatientes, parce que je m'avais parlé des Impatientes, et c'est un livre dont j'avais beaucoup entendu parler avant, mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais pu le lire. Voilà, c'est dans ma liste, ça traîne dans ma liste depuis plusieurs années. Je l'ai jamais lu et tu m'avais beaucoup parlé de ce livre-là lorsqu'on a préparé le podcast. Je me suis dit écoute, j'ai un peu de temps avant le podcast, je vais lire Les Impatientes. Et en fait, je l'ai lu d'une traite ce matin. Et j'avais dit que ça se lisait vite. Ce livre m'a bouleversé. C'est vraiment un livre incroyable. Et après, je suis allé, bien sûr, écouter des interviews de Jaili Amado Amal que je ne connaissais pas tant que ça. C'est son premier livre, d'ailleurs, que je lis. Et Les Impatientes, c'est son 3e bouquin. Du coup, j'ai envie de te demander pourquoi ce livre-là t'a marqué? Parce qu'il parle d'histoires de femmes, déjà. D'histoires bouleversantes dans lesquelles on peut se retrouver quand on a aussi une double culture, une culture forte, traditionnelle. Moi, j'ai toujours été dans le combat d'égalité de droits pour les femmes. Donc forcément, c'est des choses qui vont me toucher. C'est ma sœur qui m'en avait parlé. Je l'avais vu aussi. Je voyais Les Impatientes. Donc je l'ai acheté. Le Cameroun, c'est pas un pays que je connaissais à l'époque. Je savais qu'il y avait des Peuls au nord, etc. Mais je me disais, c'est loin de notre culture, etc. Et en fait, en me plongeant dedans, je me suis dit, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Même chez nous en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de choses qui se déroulent exactement comme chez eux. Et on parle de trajectoires féminines, des femmes qui n'ont pas choisi leur destinée, à qui on force leur destinée. On voit le patriarcat bien établi et on voit ces femmes-là qui essayent aussi de parfois s'émanciper, qui essayent de trouver leur propre destinée, mais qui sont accablés par le poids des traditions, de la culture. Et ça, c'est quelque chose, même quand on est né en France, en tout cas de parents africains, parfois tu as cette culture, tu as cette tradition qui reste forte. Et parfois, c'est difficile en tant que femme de pouvoir connaître et savoir ta propre identité, de te défaire des attentes de ta famille, de te défaire des attentes de la société pour te frayer tes propres attentes et tes propres besoins, de faire ta propre destinée. C'est très, très difficile. Et quand tu lis cet ouvrage, tu comprends à quel point, en fait, on peut être pris et enraciné dans les cultures, dans la famille, dans la pression familiale, dans tout ça. Et moi, ça m'a résonné, ça m'a fait écho dans ma propre famille, où je vois quand même des gens qui n'osent pas, des femmes qui n'osent pas faire des choses. Le poids familial, la pression, ceci, cela. Et je trouve que
dans Les Impatientes, en fait, on retrouve ces 3 histoires de femmes. C'est une histoire à 3 voix. Et on voit que ces 3 femmes, elles sont victimes et parfois... Pas de la même façon. Pas de la même façon. Oui. Et ça se suit, en fait. Et son histoire, elle est hyper visuelle aussi. Cécile et moi, je voyais chaque plan. Quand je lisais à chaque fois, chaque page, je les voyais en plan cinématographique. Son ouvrage est visuel. Et d'ailleurs, je l'avais écrit. Je lui ai dit, mais ça vous intéresse pas, une adaptation? Et on devait s'en parler, etc. Mais je rêve de voir son ouvrage adapté en cinéma parce que il est super fort, son film, et cette histoire à 3 voix qui s'enchaînent où tu vois que, en fait, elles ont tout un impact les unes sur les autres. Sûr. C'est hyper fort, hyper intéressant. Bien sûr. Donc le livre, en fait, il raconte l'histoire de ces 3 femmes qui parlent à la première personne à la suite. Donc la première, c'est Ramla. Donc Ramla, elle est en terminale. Donc elle doit avoir 17 ans, je crois. Elle n'a pas encore 18 ans. Et donc dans un premier temps, elle est censée se marier avec un homme qu'elle aime. Oui. Sauf que son père, qui avait déjà donné sa parole, à un moment donné, en a décidé autrement. Donc, en plus, elle se marie avec quelqu'un qui a déjà une femme. Donc, elle devient deuxième femme. Elle se marie le même jour que sa sœur. Donc, sa sœur, elle, qui s'appelle Hindou, elle se marie avec un cousin qui lui n'est pas polygame, mais pour le coup c'est une catastrophe. C'est quelqu'un qui est extrêmement violent, qui la frappe, qui boit, qui exerce beaucoup de violences et pas que des violences physiques, qui a une grande emprise sur elle. Donc, on suit d'abord l'histoire de Ramla, ensuite on suit l'histoire de sa sœur, et ensuite on suit l'histoire de la première femme du mari de Ramla. Exactement. Donc, et ça permet en fait d'avoir un point de vue 360 degrés de la situation. Exactement. Et de se dire que des fois, en fait, la personne qu'on pense être notre bourreau, en fait, est aussi victime que nous. C'est aussi une victime. Voilà, est aussi une victime que nous. Une victime du patriarcat. Ouais. Et la première question qui me vient à la fin de ce livre-là, c'est comment tu fais pour ne pas haïr les hommes après ce livre? Comment tu fais pour ne pas haïr les hommes tout court? Non, en vrai, je pense qu'il faut apprendre à dissocier. C'est fort ce que tu dis, parce que j'en parlais avec ma sœur ce matin. Je lui disais, mais c'est fou, en fait, on a plein de choses ultra négatives en ce moment qui fait que, en fait, on a envie d'haïr les hommes, quoi, vraiment. Parce que tout ce qui se passe, et tu te rends compte des violences, du patriarcat, des choses qui ne changent pas. Et je suis en train d'évoluer sur la question, justement, à me dire... explique-moi comment tu es en train d'évoluer sur la question, ça m'intéresse. Vraiment, je me suis posé la question de... J'ai l'impression qu'on arrive à un moment, dans nos sociétés modernes, à une véritable, parfois, guerre et incompréhension entre les hommes et les femmes. Ah, mais les hommes et les femmes n'ont jamais été aussi loin les uns des autres, j'ai l'impression. Mais vraiment, on n'arrive plus du tout à se comprendre. Il y a des attentes, il y a beaucoup de... On projette beaucoup des choses les uns sur les autres. Les femmes, comme beaucoup, aujourd'hui, on voit les... Enfin, la plupart des femmes, aujourd'hui, elles sont assez indépendantes. C'est-à-dire, à l'époque, les femmes se mariaient parce que l'homme... Voilà, c'était vraiment la sécurité. C'est lui qui pouvait vraiment pourvoir à toutes leurs dépenses, à tout ça. C'était vraiment matériellement une sécurité. Mais aujourd'hui, comme beaucoup de femmes travaillent, gagnent leur propre argent, arrivent à subvenir à leurs propres besoins, ça remet les cartes sur table. Du coup, on arrive en fait à des relations qui sont totalement biaisées, avec des attentes les uns des autres qui ne se suivent pas, avec les femmes qui évoluent vite. Et parfois, on a l'impression que les hommes n'évoluent pas aussi vite, dans le sens où... Pourquoi tu voudrais que les hommes évoluent? Quand je dis évoluer, c'est évoluer sur la question. C'est-à-dire que si tu vois que ta femme, elle travaille, qu'elle est indépendante, t'attends pas à ce que quand elle rentre à la maison, qu'elle soit une femme au foyer. C'est-à-dire, on peut pas faire les deux. T'attends pas à voir ta maman aussi à la place de ta femme. Enfin... Les temps ont changé, tu vois, t'as des hommes qui vont te dire « Ah, mais du temps de nos mamans, du temps de vos mamans, elles souffraient et elles pouvaient pas parler. » Aujourd'hui, on veut pas souffrir, nous, les femmes. Si on souffre, on te dit bye bye. Que veulent les femmes aujourd'hui? Mais ça, je sais pas. Parce que, en fait, de la même façon... Mais je pense que, tu sais, la question, la réponse, elle est dans ta question. Je pense qu'il faut qu'on arrête de nous mettre en... C'est pas que veulent les femmes ou que veulent les hommes. Je pense que chacun... Il faut individualiser les gens. Je pense que dans notre époque, le problème, c'est qu'on met tout le monde dans le même sac, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes. Alors, moi, je pense que c'est un gros problème. Mon point de vue sur ça, c'est toujours le même. Et c'est,
OK, on est tous des individus, mais on peut faire des généralités parce que si on ne faisait pas de généralité, il n'y aurait pas de sciences humaines, il n'y aurait pas de philosophie, il n'y aurait pas de mathématiques. D'accord, mais en fait, là... Ce que je trouve, le seul truc que je trouve dangereux, c'est de généraliser des phénomènes qui sont marginaux. C'est-à-dire, on ne généralise pas quelque chose si ce n'est pas représentatif. Mais on peut se dire que veulent les hommes, que veulent les femmes, parce que moi, je pense que si tu mets les hommes, tous les hommes dans le même sac et que tu en prends un à chaque fois, tu as quand même beaucoup de chances qu'ils veulent plus ou moins la même chose. Hein. Ah ouais? Et pour moi... Que veulent les hommes? Que veulent les hommes, Matar? Les hommes veulent la paix. Mais nous, on veut pas la paix. C'est pas eux qui créent la paix. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que les femmes ne veulent pas la paix. Toi, tu n'as pas répondu à ma question, mais moi, je réponds à cette question. Si tu me dis que veulent les hommes, moi, je suis capable de dire que veulent les hommes. Franchement, je sais pas quoi répondre à cette question. Je pense que les femmes... C'est compliqué parce qu'on a toutes, quand j'écoute mes copines, on a toutes des attentes aussi un peu différentes. Bien sûr, je suis un peu dans la provoque, mais... Tu vois, on veut oui. Je pense que ce que veut un homme ou une femme, c'est déjà une personne, un partenaire qui les comprend et qui pourra subvenir, enfin, qui pourra répondre aussi à leurs besoins, que ce soit émotionnel, que ce soit aussi leurs envies, enfin, d'avoir un matching, quoi, quelque chose de compatible. Et peut-être que si on s'entend pas, c'est que et les hommes et les femmes, on projette des choses, j'ai l'impression, les uns sur les autres, justement en mettant tout le monde dans le même sac. Moi, je vais entendre beaucoup d'hommes qui vont penser que toutes les meufs, aujourd'hui, vous travaillez. Enfin, il y avait vraiment la polémique du 50-50, par exemple, en mode oui, aujourd'hui, les femmes Qu'est-ce que tu penses du 50-50? Non, mais c'est on va refaire le débat de Love is Blind. Qu'est-ce que tu penses du 50-50? Franchement, en fait, je trouve que il y a plusieurs choses. Pour moi, déjà, dans un premier date, parlons des deux personnes qui se connaissent pas. Un homme qui invite une femme à un premier date, tu lui dis 50-50, t'as de grandes chances de ne pas lui proposer un second rendez-vous parce qu'elle voudra pas. Enfin, je veux dire, à un bout d'un moment, il faut pas que les hommes oublient la galanterie, la romance. Enfin, on a le droit, vous avez le droit aussi d'être galant, d'être romantique et pas obligé d'être énervé, parce que moi, j'en ai côtoyé. Hein. C'est la saison des raclettes, donc quand on lance ce genre de sujet, Love is Blind, ça fait parler. J'ai des hommes qui me racontaient leur date en mode non mais moi, j'ai fait un date, j'ai invité la fille, j'ai payé 100 €. Après, elle m'a ghosté, donc c'est normal qu'on demande du 50-50. Donc en fait, je sais même plus, moi, quoi dire. Je me dis, aujourd'hui, franchement, si je suis sur le marché du célibat, je saurais pas comment faire. J'ai l'impression que c'est Hunger Games, en fait. Donc, franchement, je sais pas quoi dire. En fait, moi-même, j'ai envie d'écrire là-dessus. Parce que j'ai l'impression que c'est un vrai chaos. Non, c'est un sujet passionnant. Tu vois, c'est un sujet passionnant parce que moi, je comprends les femmes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est indépendante, on travaille, etc. Mais ça veut pas dire qu'on veut pas un homme à nos côtés qui soit capable de répondre à nos besoins, être galant, etc. Et c'est vrai qu'en fait, on est suivi aussi par rapport à nos traditions. C'est-à-dire qu'il y a la tradition qui dit que l'homme, c'est un pourvoyeur et que oui, on aime que l'homme, il puisse gérer, hein, en fait, aussi financièrement les trucs de la maison. Mais après, si une femme travaille aussi, dans ma tête, si elle va pas laisser, surtout dans la France de Macron aujourd'hui, même si tu gagnes très très bien, t'as aussi envie, enfin moi j'aimerais pas en tout cas, qu'un homme achète la maison, qu'il achète la voiture, qu'il achète tout. Et moi, je n'ai rien, en fait. J'achète pas, je ne participe pas et je ne contribue pas aux choses de mon foyer. Si tu mets de l'argent pour acheter la maison, moi aussi, je vais envie de mettre l'argent pour acheter la maison. Comme ça nous appartiendra à nous deux, tu vois. J'ai cette philosophie-là. Mais j'ai aussi le truc de me dire que, je sais pas, si je pars au resto, oui, c'est normal que ce soit mon mec qui paye et pas moi. Enfin, si j'ai envie de l'inviter, je peux l'inviter. Et ça me fait plaisir de l'inviter. Mais que là, il me dit, non, c'est toi qui paye, c'est parce que c'est moi qui paye tout le temps. Donc 50-50, non, en fait, c'est bizarre d'être comme ça. En fait, je me dis que on n'a pas besoin de se dire ce genre de choses parce que je considère que quand on est dans une relation de couple, on est dans un partage. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, on est dans un partage mutuel, on est dans de l'amour. Donc, il y a certaines choses qui, quand tu bloques dessus, je trouve que ça casse le charme, quoi. Surtout les hommes. Je trouve qu'aujourd'hui, on a des hommes qui sont énervés. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi les hommes seraient plus énervés que les femmes? On a des hommes qui sont énervés. Et tu trouves que les hommes sont plus énervés que les femmes? Les hommes sont énervés. Tu trouves que dans la situation
du marché du dating aujourd'hui, les hommes sont plus mécontents que les femmes? Non, les femmes sont mécontentes parce qu'elles trouvent pas aussi des hommes qui sont à leur hauteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'es une femme. Donc, dans le marché aujourd'hui, les femmes sont vraiment à la hauteur et puis les hommes ne sont pas à la hauteur. Je pense que il y a quelque chose qui a changé, comme je dis. C'est que depuis que les femmes, elles subviennent à leurs propres besoins, il y a ce truc-là qui est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi-même, tu peux t'acheter ta propre voiture, tu peux travailler, tu peux t'offrir des vacances, tu peux aller faire tes soins, manicure, tu peux te faire belle, tu peux acheter tout ce que tu veux. Donc, tout ce qui est matériel, tu peux te le gérer. Aujourd'hui, qu'est-ce que le mec peut t'apporter dans ta vie? Nous aussi, on veut de la paix. Si t'es un homme et que tu apportes pas la paix, mais pourquoi je t'emmènerais dans ma vie, en fait? Aujourd'hui, les gens... Et puis, il y a l'individualisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a chacun nos maisons. On est bien, en fait. On est dans notre appartement. On fait ce qu'on veut. On peut voyager à l'autre bout du monde. On est sur les réseaux sociaux. C'est faux. Donc... Moi, je pense pas qu'on soit bien aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on soit bien. Alors, en fait, ce qui est assez paradoxal avec la situation des hommes et des femmes aujourd'hui, c'est que les hommes et les femmes n'ont jamais été aussi fâchés. Ouais, j'ai l'impression. Et pourtant, dans l'époque dans laquelle on vit, personne ne peut s'en sortir seul. Tu penses? Non, mais je suis d'accord. On a besoin de l'autre. Même ne serait-ce que quelque chose d'assez mathématique, c'est que financièrement, aujourd'hui, tu regardes le salaire médian en France, je crois que c'est quelque chose comme 2000 ou 2500 euros. Ouais. C'est-à-dire que la moitié de la population gagne moins que ce montant-là. Mais en fait, comment tu fais pour t'en sortir seul, avec des enfants ou sans enfants, financièrement? C'est sûr que c'est dur. C'est dur dans la France de Macron. Oui, on va mettre toute la faute sur Macron. Voilà. Mais en plus, je ne parle même pas maintenant de l'émotionnel, des relations humaines. Après, mais aujourd'hui, il y a des femmes qui gagnent très très bien leur vie et qui s'en sortent vraiment très très bien. Moi, j'en connais beaucoup qui gagnent vraiment très très bien leur vie et qui vont se dire aujourd'hui, j'ai pas besoin d'un homme. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, on a tous besoin de quelqu'un. Après, c'est des débats, mais pour moi, on a tous besoin de quelqu'un. Je suis d'accord. Est-ce que tu les crois, les femmes qui disent j'ai pas besoin d'un homme? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Il y a des femmes qui ont tellement été blessées aussi par des hommes qu'aujourd'hui, elles sont mieux toutes seules. Être amoureux aussi, le sentiment amoureux, c'est compliqué. Oui. C'est un sentiment où t'es plus vraiment indépendant. C'est un sentiment où tu dépends quand même de la personne qui est en face de toi. Si cette personne-là te fait du mal, tu te sens mal. Ta vie, elle ressemble plus à rien. T'es au bout de ta vie. Voilà. Et quand t'as personne dans ta vie et que tu te suffis à toi-même, il y a des gens, ils se suffient vraiment. Ils aiment bien leur paix. Pas ça. Moi, je connais des hommes et des femmes qui sont seuls et qui aiment leur solitude. Et c'est pour ça que je dis que notre époque est spéciale aussi. On a une époque qui est quand même très spéciale, où on a un individualisme qui est poussé à son extrême, et on a aussi ce truc-là du consommer, jeter. On est aussi à une époque où tout est à disposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as envie de commander quelque chose sur Amazon, tu le commandes, il peut venir dans le jour même. Tu veux manger quelque chose, tu appelles, ça vient. Tu veux aujourd'hui une relation amoureuse, tu vas sur les applications, tu commandes et tu as. Et du coup, en fait, si tu peux consommer les relations amoureuses comme tu peux consommer de la nourriture, pourquoi t'aurais envie de construire quelque chose de stable? Tu consommes et on est dans l'adrénaline, on est dans les réseaux sociaux. T'as un petit like sur ta photo, t'es content, on est à la recherche de la dopamine. Donc forcément, t'as une relation amoureuse, tu fais ce que t'as à faire et puis après tu changes. Et on a ça en fait. Et c'est pour ça qu'on a des femmes qui sont fâchées. Parce qu'on se retrouve avec beaucoup d'hommes qui ne veulent pas forcément s'engager parce que, en fait, tu vas sur les applications de rencontres, tu prends ce que tu as à prendre et hop, tu changes. Et du coup, tu te retrouves moi, quand je parle à des copines qui me disent, mais je sais pas si je suis vraiment avec lui. Et puis, on a ce truc-là où on a peur de démontrer son amour aujourd'hui. On a peur d'être des gens normaux, d'appeler la personne si tu as envie de l'appeler, de lui répondre si tu as envie de l'appeler. Moi, j'assiste à des conversations parfois de copines qui me disent, non, il faut pas que je lui envoie tout de suite un message. Si je lui envoie un message, il va dire que je suis trop piquée de lui. Mais vous savez quoi, si t'es piquée de lui, c'est que tu l'aimes. Mais c'est peut-être mon truc naïf et de l'ancien temps, j'en sais rien. Mais on en est à là, en fait, dans des stratégies, et je me dis, bon, c'est normal que les gens ne se comprennent pas. C'est-à-dire que t'as envie de t'engager, mais t'as pas trop envie de montrer que t'as envie de t'engager pour pas montrer à l'autre que t'es piqué parce que sinon il peut te ghoster. Enfin, vraiment, c'est des trucs comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que les gens ont du mal à s'engager ou qu'il y a aussi beaucoup de divorces aussi. Parce que c'est plus comme nos parents où on a cette patience de se dire que l'amour, c'est sur la durée et que l'amour peut changer de forme et que ton sentiment amoureux peut évoluer et qu'après, c'est l'amour durable qui reste. Ça, et l'amour durable,
vulnérable et tout aussi beau, tu vois. Et en fait, on est que dans la dopamine, que dans l'adrénaline. Si on ressent plus de paillettes, on jette. S'il y a un petit truc, on va dire qu'on n'est pas compatible, on n'est plus dans ce truc-là de se dire, je vais me battre pour ma relation, je vais me battre pour que ça marche. On se dit, si ça marche pas, c'est qu'on n'est pas compatible et on change. Et c'est pour ça que ça fonctionne pas et qu'on est tous énervés les uns que les autres. Et aussi que les femmes, on veut plus souffrir. En fait, on a vu nos parents, nos mamans qui sont restées même quand elles voulaient pas. Là, en fait, on a le choix, nous aussi, de se dire, Donc, vous valez mieux que vos mamans. Non, pas qu'on vaut mieux, je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Je pense qu'on est aussi... Et ça, je pense que c'est les réseaux sociaux. Je pense que tu dois l'entendre aussi beaucoup. Hein. Toutes ces vidéos sur être la meilleure version de soi-même. Ouais. En fait, on est dans une dictature. T'inquiète, on a tous des amis comme ça. Hein. On est dans la dictature d'être la personne parfaite. Bien sûr. D'être la personne équilibrée. D'être pas la personne montrer, red flag et de le montrer. D'être un green flag, d'être machin. Et je trouve que tous ces trucs-là, ça amène plein de confusion, tu vois. Dès qu'une personne va faire quelque chose, on va dire c'est un red flag, c'est une personne toxique, c'est un PM, c'est si. Et en fait, on est tous toxiques, je pense. On est tous des green flags aussi. Je pense que voilà, il faut aussi remettre les choses sur la table et dire qu'on est des humains. On n'est pas des robots, on n'est pas des chats GPT ambulants, tu vois, on n'est pas de l'IA. On reste des humains, on reste imparfaits. Et je pense que au contact de l'autre, on peut aussi évoluer, on peut aussi avoir de belles relations si on les travaille, si on y croit. Et se dire aussi que tout n'est pas parfait, tout n'est pas les réseaux sociaux, tout n'est pas ce qu'on voit, et que même les couples goals qu'on voit, parfois c'est pas ce qu'on croit. Non, mais souvent, parfois ça se passe mal. C'est pas ce qu'on croit, et tu peux pas comparer ta propre vie. Ça, c'est le gros problème des réseaux. C'est que tu peux pas comparer ta propre vie et être en compétition avec quelqu'un qui te montre que le meilleur. Et c'est ça. C'est pas possible. Là, en fait, c'est les couples goals. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je comprends certains hommes qui vont se dire, non, mais les femmes, vous avez des attentes démesurées, vous voulez ça alors que vous n'avez même pas ça. Et t'entends les femmes qui aussi, parce qu'elles regardent les réseaux sociaux, voient des choses qui sont incompréhensibles. Vont se dire, non, moi, je veux ça. Il a fait ça, lui, son mec, il lui a donné ça. Un homme qui gagne 100K le mois, qui fait ceci, qui fait cela, qui va me faire voyager toute l'année, qui va être mon chauffeur, qui va être ceci, qui va être cela. Donc, au final, elles ont certaines des attentes énormes. Et en fait, il y a des hommes qui vont dire, oh, mais toi, t'as ces attentes énormes, mais toi, tu vas m'apporter quoi aussi? Donc, en fait, il y a des guéguerres. Et moi, je me dis, au final, chacun n'a qu'à trouver chaussures à son pied. Si toi, tu veux ça, match avec la personne qui a ça. Et puis, basta. Parce qu'au final, en fait, on a des décalages. Comme on a des hommes qui vont se dire, moi, je veux une femme qui fasse ça, qui a un corps de rêve, qui soit trop belle, qui a une carrière de rêve, qui a fait ci. Mais toi, mon gars, t'en es où aussi dans ta vie? Est-ce que tu as les capacités pour avoir une telle femme, tu vois? C'est vrai qu'en fait, il faut aussi aller trouver chaussure à son pied et matcher avec la personne que tu peux gérer, que tu peux appréhender, parce que ça sert à rien de vouloir quelque chose que tu ne peux pas avoir, en fait. Donc, c'est ça ton conseil, c'est je sais pas si c'est mon conseil. Je pense que ce que vous pouvez assumer. Cherchez ce que vous pouvez assumer. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que c'est dur, hein. C'est super qu'on parle d'amour. Le roman parle beaucoup de polygamie. Est-ce que tu penses qu'on peut s'aimer à plusieurs? Moi, je pense pas. Je suis assez tranchée sur la polygamie, mais parce que pour moi, les relations de couple sont basées sur l'amour. Amoureux. Les relations de couple ou le mariage est basé sur le mariage. Le mariage pour toi est basé sur l'amour. Pour moi, ça commence en tout cas par une relation amoureuse. C'est mon idéal. Comme je dis, je suis quelqu'un de très idéaliste. Et pour moi, j'ai du mal à concevoir, bien que je comprenne. Hein. J'ai des copines qui vont avoir quelque chose de très terre à terre, qui vont me dire, moi, je m'en fiche de pas avoir des palpitations, enfin des papillons dans le cœur pour mon mari. Je veux un homme qui soit comme ci, comme ça, et c'est fonctionnel et ça fonctionne. Je veux un partenaire de vie et c'est OK. Et moi, je suis beaucoup basée sur l'amour, aimer une personne, vivre avec cette personne-là, être son partenaire en fait de vie jusqu'à la mort. Et je suis passionnée, genre vraiment le prochain cours que je développe, c'est sur une histoire d'amour, mais de vieilles personnes. Je suis passionnée par les vieux qui ont passé toute leur vie ensemble. Genre vraiment, je suis fascinée par ça, parce que je me dis qu'à notre époque, ça n'existe plus. Enfin, j'ai l'impression que notre génération, je sais pas si on va y arriver, mais je suis pas trop optimiste dessus. Et du coup, les grands-parents qui sont ensemble depuis 50 ans, 40 ans, ça me passionne. Moi, mes grands-parents, ils ont été ensemble pendant très longtemps et ils sont morts à 40 jours d'intervalle l'un de l'autre parce qu'ils pouvaient pas vivre
l'un sans l'autre. Donc, ça me fascine. Et je trouve que, pour moi, voilà, là, en tout cas, un mariage, c'est basé sur l'amour et j'y crois pas trop. L'amour à plusieurs, bien que des gens me disent, on peut aimer plusieurs, mais en fait, je trouve que c'est toujours la femme qui en pâtit. Et j'y crois pas à cette première femme qui voit arriver une deuxième femme, puis une troisième, puis une quatrième, et à qui ça ne fait pas mal. Pour moi, à partir du moment où il y a de la souffrance, où il y a de la blessure, bah non, ça se fait pas. Donc, j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'il y a toujours quelqu'un qui souffre. Et je suis pas d'accord que quelqu'un souffre, en fait, dans une relation amoureuse et qui va tenir ça dans une douleur silencieuse qui fait écho, d'ailleurs, à mon court-métrage. C'était ma prochaine question. La souffrance, la douleur, c'est quelque chose qui est présent dans plein de choses dont on a parlé. Que ce soit les livres que tu as choisis, Les Impatientes ou Allah n'est pas obligé, ou dans ton court-métrage Douleur silencieuse. Quel est ton rapport à la souffrance? Quel est ton rapport à la violence? Et qu'est-ce qui a fait cette fascination-là? Enfin, j'appelle ça fascination, mais c'est peut-être pas de la fascination. Mais qu'est-ce qui a fait que ton premier court-métrage, je crois que c'est ton premier? Non, j'avais fait des documentaires avant. Tu avais fait des documentaires. Donc, ton court-métrage fiction. Donc, c'est ton premier court-métrage fiction. Et tu choisis de traiter ces thèmes-là. Pourquoi? Je pense que j'avais besoin de... Je regardais beaucoup ce qui se passait autour de moi, que ce soit dans ma famille, dans ma communauté guinéenne en France. Et très souvent, j'ai pas envie d'avoir un message victimaire, mais il faut quand même dire les choses. Très souvent, les femmes, elles sont parfois dans des postures où elles sont contraintes. Elles sont contraintes, ou elles sont pas forcément écoutées, ou elles sont parfois défavorisées par rapport aux garçons. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de chance. Mes parents, ils m'ont laissé voyager très tôt, et par rapport à certaines cousines qui n'avaient pas le droit de voyager parce que leur père ne voulait pas qu'elles voyagent, ne voulait pas qu'elles fassent ceci, qu'elles fassent cela. Moi, mes parents, ils étaient très libres. Ma mère, elle nous laissait organiser des soirées à la maison avec des filles, des garçons. On dansait le zouk à l'époque, à fond. Même ma mère, elle était tout le temps là, elle nous surveillait, elle disait que c'était notre jeunesse, elle nous laissait faire. Donc, j'avais quand même des parents qui étaient assez ouverts, etc. Mais il y a toujours le poids quand même des traditions, de la culture. Et j'ai vu beaucoup de souffrance, que ce soit autour de mes tantes, que ce soit des cousines, beaucoup de souffrance de femmes qui restaient dans des mariages ou qui étaient victimes de violences sexuelles, d'harcèlement, des choses et dont on ne parlait pas, qui restaient tabous, qui restaient, comme on dit, le mougnol, quoi, le fait de patienter. Et tu vois, il y avait cette culture-là même de patienter. Et quand je me suis mariée, parce que j'ai divorcé du coup aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai un regard très critique sur les choses. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un podcast où le gars présentait une femme, il animait un débat entre deux femmes, donc une qui est plutôt pro, faut être marié, faut être avec les hommes, et une qui était divorcée. Et il l'a présentée en disant, elle, c'est une blessée de guerre. Je sais pas si tu dis blessée de guerre, mais je pense qu'après, tu as un autre regard. Est-ce que c'est une blessée de guerre? Non, je dirais que, parce que quand tu dis blessée de guerre, c'est comme si tu gardes bien sûr certaines blessures en toi, certaines douleurs en toi, mais je pense qu'il faut pas se laisser submerger par ça et il faut avancer. Et justement, plus tu restes dans cette douleur, plus tu restes ancré dans le passé. Et il faut avancer parce que bon, tous les hommes ne sont pas pareils et toutes les relations ne sont pas pareilles. Mais oui, en tout cas, j'ai vu beaucoup de souffrance et de douleur autour de moi. Et quand je me suis mariée, je me souviens parce que j'avais fait un mariage en Guinée et j'avais mes tantes qui étaient toutes là et qui me disaient la même chose. Faut pardonner. Je me suis dit, mais c'était enfin, tu sais, dans nos mariages coutumiers, ça se passe chez la mère de la femme, et puis après, tu pars chez ton mari. Et il y a tout un, chez nous, c'est pareil. Voilà, tout un tas de symboles, tout un tas de rituels et tout à faire. Et tu dis au revoir symboliquement à tes parents pour aller dans la maison de ton mari, etc. Donc c'est très solennel. Vraiment, t'as le drap blanc qu'on met sur toi et tout. Et je devais dire au revoir à mes tantes. Et je voyais des tantes qui pleuraient, qui me disaient, faut pardonner tout ce que tu vois dans le mariage. Il faut. Et c'était que des messages, pas négatifs, mais des messages de faut supporter, faut pardonner, il faut comme supporter. Dans le livre. C'est comme dans le livre. Et c'est pour ça que d'ailleurs je me suis reconnue dans le livre, parce que c'était pardonne tout. Et c'est comme si, en tant que femme, quand tu te maries, tu dois tout pardonner. Tu dois te taire, tu dois sutura, comme on dit chez nous, ton mari, tu dois le protéger. Non, c'est pareil. Tu dois te taire, surtout, tu dois supporter, tu dois être cette femme forte.
Et en fait, on a le droit d'être vulnérable, on a le droit de dire que non, on ne veut pas de ça, on ne veut pas souffrir. Et si ça fonctionne pas, c'est OK de se séparer. Si ça fonctionne pas, c'est OK de ne pas supporter la souffrance, la douleur, etc. Et je fais partie de cette génération qui dit, qui va pas supporter les choses parce que ça ne va pas. Et aujourd'hui, même si, j'ai 2 filles avec mon ex-mari et voilà, on gère comme ça et tant mieux vaut se séparer plutôt qu'il y a de la haine et de la rancune qui reste. Ça fonctionne pas, autant se séparer. Et j'ai vu trop de gens rester dans leur mariage au nom de quand dira-t-on, que diront les gens. Et je trouve que dans nos communautés, même si on évolue en France, etc., il y a quand même le poids de la communauté qui reste et qui fait que les gens n'osent pas se séparer parce qu'ils ont peur du poids de quand dira-t-on ou qu'est-ce que c'est une femme qui a divorcé, etc., etc. On reste des femmes à part entière, hein, la vie continue, on continue à faire nos rêves, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas rester dans la souffrance. Moi, je tiens vraiment à ça parce que j'ai vu trop de femmes souffrir et que tu vois, elles étaient lumineuses et puis tu les vois se ternir, s'auto-tuer elles-mêmes en fait. Et ça, c'est hors de question. Donc, pour moi, c'était important de faire ce court-métrage et de briser le silence et de dire, bah non, en fait, on peut aussi dire stop et parler de ce qui nous fait souffrir pour faire avancer les choses. Dans le roman, l'auteur, elle est pas tendre avec les hommes. Mais à un moment donné, elle émet quand même une sorte de critique envers les femmes. Au début de l'histoire de Saphira qui est la première femme du mari de Ramla, au début de l'histoire de Saphira, l'auteur écrit « Il suffit que tu montres ta peine pour qu'elle se moque de toi », en parlant des femmes. « Il suffit que tu faiblisses une seconde pour que ta coépouse prenne le dessus à jamais. Il n'y a pas de pire ennemi pour une femme qu'une autre femme. Ne leur donne jamais l'occasion de parler mal de toi. Contrôle-toi, reste forte, ne faiblis pas. » Et après, j'ai regardé une de ses interviews dans France 24 où elle dit « Il faut quand même souligner que la plupart des violences faites aux femmes sont perpétrées par d'autres femmes. » Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est la part... La femme est souvent victime, mais on oublie de dire que le bourreau peut être aussi une autre femme et pas forcément un homme. Donc, quelle est la place aujourd'hui de la condition des femmes qui n'est pas de la faute des hommes? Ah là là, je dirais il y a le patriarcat. Non, mais c'est bien. On aime bien dire le patriarcat, non, mais le patriarcat. Si. OK, mais qu'est-ce pour qui moi, n'est pas regarde, de la la faute du polygamie, patriarcat? tu mets 2 femmes et tu veux les mettre en compétition. C'est normal. Enfin, je dis c'est normal. Pour moi, ça serait pas étonnant de voir de la violence qui en découle quand tu mets des femmes en compétition. En fait, les femmes, on peut très bien, et ça, je le dis souvent parce que dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que les femmes, on se crêpe toujours le chignon, elles s'entendent pas, elles se font des sales coups. Mais non. Parfois, ça fonctionne très, très bien. Moi, je sais que beaucoup de femmes m'ont ouvert la porte dans ma carrière. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Et j'ai un réseau de femmes hyper puissantes qui se soutiennent, qui se donnent la main, qui se poussent. Et ça existe. Ça vraiment, ça existe. Et ça existe aussi, malheureusement, des femmes aussi qui vont te mettre des pots de banane, qui vont en fait se mettre dans une position de compétition. Parce que souvent, le patriarcat a souvent mis les femmes en compétition. Et que ce soit même dans la polygamie, tu vas voir qu'une deuxième femme rentre, la première femme, elle va vouloir se faire belle pour pas que son mari l'oublie. Et en fait, on rentre dans cette danse-là que l'homme va aussi manipuler un peu, hein, de voir que ces 2 femmes vont se battre pour lui, pour pouvoir qui va être la meilleure, etc. Il y a ça me rappelle le poussière d'Henri Duparc, qui a déjà 5 femmes et qui veut prendre une 6e, etc. Et les femmes, déjà, elles se font la guéguerre entre elles, entre les robeuses, les pagneuses, etc. Et en fait, on met toujours les femmes en compétition. Tu mets les gens en compétition, forcément qu'il y aura de la haine, de la détestation, de la violence, etc. Et c'est souvent comme ça, je pense, que d'autres femmes vont arriver à faire de violence à d'autres femmes. Après, il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui sont comme ça, ou d'autres femmes qui vont faire subir les mêmes violences qu'elles subissent elles-mêmes. Ça existe beaucoup. Ça aussi, elle en parle dans le roman. Ouais. Exactement. C'est-à-dire des femmes qui ont subi de la violence, en fait, et ça, c'est psychologique, des traumas, etc., qui vont les refaire vivre à d'autres femmes. Et ça, c'est quelque chose qui est encore réel. On parle par exemple de l'affaire Pellico, où Madame Pellico, dans les journaux, on dit qu'elle a du mal à reconnaître que sa fille, elle aussi, aurait pu être victime d'attouchement de son père. Oui. Elle-même,
elle ait subi une violence et un trauma qui est des plus horribles, c'est quand même difficile de voir un autre trauma devant toi. Et parfois, tu vois, les gens, ils sont là à lui reprocher des choses, etc. Je dis, on peut pas reprocher des choses comme ça parce que c'est tellement complexe quand tu es victime de sortir de tous ces traumatismes psychologiques que tu as subis d'une violence extrême. Et parfois, la réaction de certaines femmes, c'est de le faire à d'autres femmes. Et ça, c'est des choses qu'on voit très souvent parce qu'elles sont elles-mêmes victimes d'un bourreau ou de quelque chose qu'elles ont subi, en fait. Est-ce qu'il y a un personnage féminin que tu rêves de porter à l'écran? Je réfléchis parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. J'aimerais beaucoup Myriam Makeba. Ah ouais. Myriam Makeba, qui a une histoire particulière avec la Guinée et qui s'est beaucoup battue contre l'apartheid, mais à l'extérieur de l'Afrique du Sud, et qui a eu une histoire hyper riche et un parcours... Qui a été exilée en Guinée, qui s'est mariée avec un Guinéen. etc. Et elle a eu un parcours incroyable. Et j'aimerais beaucoup la voir au cinéma. Parce qu'elle incarne aussi cette femme puissante qui a perduré dans l'art, dans sa musique, qui a été le premier carton de hit africain au monde et qui a pas lâché sa culture, qui a pas lâché son identité de femme, son identité de sud-africaine, son identité d'africaine aussi tout court, partout dans le monde. Et j'aime ce genre de femme forte. J'aime dire femme forte et en même temps femme vulnérable parce que j'en ai marre aussi de voir qu'à chaque fois, on porte sur la femme noire ce côté-là, elle est forte. Oui. C'est une femme noire forte. Vous avez le droit de ne pas être On a le droit d'être vulnérable. Et j'en ai marre aussi de ce truc-là, de quand t'es une femme noire, c'est bien, on adore exceller, on aime exceller, etc. Et c'est bien d'exceller, mais on a le droit aussi d'être dans la norme, tu vois, on a le droit de... Moi, j'ai beaucoup critiqué les gens qui critiquent Aya Nakamura, qui lui disent « Ouais, mais Aya, elle parle pas beaucoup quand il y a des problèmes de racisme. » Mais elle a le droit d'être comme elle est, en fait. Elle a le droit de s'en foutre, en fait. T'as le droit de t'en foutre, en fait. T'as le droit d'être qui tu es, en fait. Et c'est pas parce que t'es une femme noire, t'es ceci, que tu dois être battante, machin. Non, en fait, t'as le droit d'être qui tu veux. Et en fait, j'en ai marre qu'on nous assigne toujours des choses qui ne sont pas nous, en fait. On a le droit d'être qui on veut, on est pluriel. Et je pense que ça fait du bien aussi de l'entendre. On a le droit d'être aussi cette femme vulnérable, cette femme peut-être romantique, cette femme qui n'est pas forte au final, qui est peut-être hypersensible. Et on a le droit, en fait, d'être comme ça. Et pas que d'être des strong black women. Alors, on a beaucoup parlé des impatientes. Et franchement, ce n'était pas prévu qu'on en parle autant. Et, tu voulais parler de Love is Blind. Tu m'as pas répondu. Donc, écoute, tu veux parler de Love is Blind? Non, c'est bon. Je pense que ça a fait le tour des réseaux sociaux. Non, c'est un sujet, on a entendu parler quand même pas mal. Je pense que là, c'est bon, c'est redescendu. Voilà, je considère pas que ce soit forcément pertinent d'en reparler encore. Écoute, on a d'autres livres dont on devait parler, mais comme on a passé beaucoup de temps dans un sujet qui n'est pas très joyeux, parce qu'on va pas basculer sur là n'est pas obligé, en vrai, qui est un livre qui est encore moins joyeux, encore moins sur la ferme des animaux, qui n'est pas non plus très joyeux. Au final, ça parle beaucoup de domination. Et en fait, j'avais envie qu'on parle d'un sujet léger comme l'alchimiste, tu vois. Et en fait, la première question que j'ai envie de te poser sur l'alchimiste, c'est que tu peux pas lire l'alchimiste sans que la notion de légende personnelle te parle, reste avec toi. Est-ce que toi, tu as déjà réfléchi à ta légende personnelle? Oui, je dirais. En fait, l'alchimiste, ça me fait toujours penser à un ami à moi qui s'appelle Ahmed, qui est algérien, mais un Algérien noir. Et du coup, c'était assez drôle. C'était la première fois que je voyais un Algérien noir à Paris et qui était très profond. Donc, Ahmed, si tu vois ça, je te fais un petit coucou. Et il m'avait offert à l'époque l'alchimiste de Paulo Coelho parce qu'à cette époque-là,
Je lui racontais tous mes rêves. Je disais, oui, tu sais, moi, je veux changer l'Afrique, je veux aider la Guinée à se développer, j'ai envie de changer l'image qu'on a de l'Afrique, je veux changer les représentations, tu vois. Et j'étais déterminée, j'avais la vingtaine, j'avais la fougue, j'étais déterminée. Et je disais, oui, et là, je pars en Guinée, je sais pas ce qui va arriver, je sais pas ce que je vais faire, mais ça va être génial, je vais travailler pour l'UNESCO, et puis après, je vais faire mon film, et j'étais portée, en fait, vraiment par mes convictions. Et il m'a dit, Aïcha, il faut absolument que tu lis ça. Comme ça, toi aussi, tu es dans ta légende personnelle, tu es en train de traverser, t'es en train de faire ton voyage et tout. Et du coup, il m'a acheté ce livre, il me l'a offert. Et il m'a dit, va à la recherche de la légende personnelle, quoi. Et du coup, oui, j'y pense. Je pense que je suis toujours sur cette montagne en train de la gravir. Et j'ai l'impression à chaque fois que je me mets un objectif, que j'arrive à l'atteindre, et ben, comme il le dit, c'est pas quand t'arrives en haut, en fait, c'est tout le chemin que t'as fait qui est ton trésor, qui est ce que tu recherchais, en fait, au final. Et du coup, à chaque fois, j'ai tendance dès que j'atteins un truc, hop, j'ai envie d'atteindre un autre truc, et j'ai pas peur de oser, j'ai pas peur de rêver, parce que j'ai compris que quand tu rêves et quand tu veux vraiment quelque chose, c'est tout l'univers qui conspire à avoir ce que tu veux, tu vois. Exactement ce qu'il dit dans le moment. Et ça, c'est tellement vrai. Et ça, cette phrase, elle est restée en moi parce que, et je l'ai vu quand je voulais faire, par exemple, le premier festival de cinéma international à Conakry, où je devais inviter plus d'une trentaine de personnalités. C'était hyper compliqué, mais t'avais des portes qui s'ouvraient, tu vois. J'avais pas contacté France Télévisions, mais il y a France Télévisions qui rentre dans le jeu avec Pierre Lescure, enfin, des trucs de fou, quoi. Et je m'étais dit, ah ouais, en fait, tu attires aussi ce que tu veux. Et je pense que c'est ça dans la vie. Tu attires ce que tu veux et ce que tu crois réellement. Et tu es ce que tu crois. Ça, je le pense, mais c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi. Si tu penses quelque chose et tu crois, tu vas l'avoir et tu vas l'attirer. Ça, c'est sûr et certain. Et du coup, je pense que tout part de la confiance. Tout part de la confiance en soi. Tout part de ce que tu te dis aussi à toi. Chez nous, on dit, tu es aussi ce que tu dis. Si tu penses et tu dis quelque chose, il faut toujours le dire en positif parce que c'est très certainement ce qui va arriver, en fait. Et donc, je crois beaucoup au potentiel de ce qu'on attire, tu vois, de ce truc-là de tu es et tu crois. Enfin, tu crois ce que tu es, en fait, et vice-versa. Donc, ce livre-là m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et dans L'Alchimiste, il y a le personnage du roi de Salem qui, à un moment donné, parle à Santiago et qui lui dit qu'il va intervenir à chaque fois qu'il sera proche d'abandonner sa légende personnelle. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est quel est ton roi de Salem, toi? Qu'est-ce qui te permet à chaque fois... Est-ce que tu as déjà été proche d'abandonner ta légende personnelle? Et qu'est-ce qui te permet de tenir? Qu'est-ce qui te permet de te rappeler de ta légende personnelle dans ces moments-là? Moi, je dirais que c'est beaucoup ma mère. Si je dirais, c'est vraiment ma mère. Dans le sens où parfois ça m'arrive de vouloir abandonner, mais quand je pense à ma mère et tout ce qu'elle a traversé pour arriver là où elle en est, pour aussi nous, comment elle nous a élevés et nous a poussés. Ma mère, elle a toujours cru en mes rêves, en mes projets. Elle nous a toujours poussés, elle a toujours financé nos trucs. Enfin, vraiment, depuis qu'on est petit, on mène des projets avec ma sœur. Ça commençait par des événements de fêtes qu'on faisait quand on était en CE2. Enfin, vraiment des petits trucs, et elle nous a toujours soutenus. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, quand j'ai envie d'abandonner, je pense à ma mère. Et je me dis non, j'ai pas le droit d'abandonner. Et surtout, je pense aussi, je parle à moi-même. Je me dis, mais je sais que je ne serai pas qui je suis si j'abandonne ce que j'aime faire. Oui. À partir du moment où j'arrête de faire ce que j'aime faire, je pense que je serai une autre personne. C'est-à-dire que c'est collé à mon identité de toujours oser, de toujours aller plus loin, de toujours croire en ce que j'aime. Et tant que je suis sincère avec moi-même dans ce que je fais et que j'ai les bonnes intentions pour ce que je fais, ça veut dire que je serai toujours alignée avec moi-même. Et ça, c'est hyper important pour moi de ne pas perdre pied sur ça, de toujours me rappeler de ce pourquoi je fais les choses, pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu le fais concrètement. Et de toujours avoir cette petite voix qui me permet de rester ancrée en fait en moi-même et me dire que je sais pourquoi je fais les choses, parce que j'ai une conviction plus grande, parce que j'aime pouvoir apporter ma pierre à l'édifice pour avoir un monde beaucoup plus idéal, avoir un monde de paix. Et j'apporte comme ça ma contribution à travers plusieurs actions que je veux mener. Mais j'aime toujours me rappeler ce pourquoi je fais les choses et me dire que j'ai besoin d'agir, parce qu'à partir du moment où je n'agis plus,
je ne suis plus moi-même, en fait, tout simplement. C'est une belle conclusion, je trouve, pour ce podcast. Je te remercie d'avoir eu cette discussion avec moi. J'ai adoré que tu me transmettes ta passion pour le cinéma parce que j'ai grandi aussi avec le cinéma. J'ai grandi en étant un grand passionné de cinéma. Je rêverais de faire des films, en réalité. Il faut que t'en fasses, faut qu'on Vraiment, en fasse. genre, je rêverais de ça. Et ça m'a fait du bien d'avoir cette conversation avec toi sur... tous les deux, on a des destins un peu croisés parce que moi, à l'inverse, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique et j'ai connu l'Europe plus tard. Et tout à l'heure, ça me faisait beaucoup sourire quand tu me parlais du moment où tu es arrivé en Afrique et toi, c'est Black Panther, machin, etc. Parce qu'en fait, ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés les Noirs qui sont nés en France ne comprennent pas que nous, les Africains, on n'est pas des Noirs dans nos têtes. C'est ça. En fait, on est juste des humains. C'est parce que nous, en fait, on vit en Afrique où tout le monde est noir. L'identité n'est pas quelque chose de très important pour nous. Moi, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à mon identité quand je suis arrivé en France. Parce que c'est quand je suis arrivé en France que j'ai commencé à être noir. Voilà, exactement. Tu vois? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à mon histoire, à mon identité, etc. Parce que ça voulait pas dire grand-chose pour moi avant. C'est hyper intéressant. Et donc, j'ai adoré parler des relations hommes-femmes parce que c'est vraiment c'est un sujet qui me passionne. Je trouve que c'est le sujet du moment, c'est le sujet de notre époque. C'est hyper compliqué. Parce que c'est hyper compliqué, il y a beaucoup de choses à dire. T'as l'impression que les gens... au final, les gens ne se parlent pas. Les gens ne se parlent plus. Les gens n'ont plus des conversations parce que... Tu sais, en plus, on est toujours dans la retenue parce qu'on a peur de dire quelque chose qui va froisser d'autres personnes. On a peur d'être dans la sauce. On a toujours peur de dire quelque chose de trop. Et du coup, on n'ose plus se parler, on n'ose plus se dire vraiment ce qu'on pense et on n'ose plus se dire ce qu'on veut, en fait. Parce qu'au final, la relation entre les hommes et les femmes, il s'agit juste, en fait, du fait que moi, je veux quelque chose, toi, tu veux quelque chose, et toi et moi, on essaie de construire quelque chose. Donc, comment on fait pour se rencontrer? Il faut que moi, déjà, je sache ce que je veux. Déjà, je pense que la plupart des gens déjà échouent à cette étape-là. Oui, ça ce qu'ils veulent, quoi. De savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important vraiment pour moi, qu'est-ce que je veux réellement. Est-ce que vraiment, ça m'intéresse qu'il fasse 2 mètres? Est-ce que vraiment je veux qu'il gagne 100K? Tu vois? Est-ce que vraiment je me suis posé la question de ce que je veux et ensuite comment je fais pour communiquer à l'autre ce que je veux? C'est ça, je pense qu'il y a des gros problèmes de communication, de chacun a des attentes. Moi, c'est intéressant et c'est passionnant parce que tu vois que les gens souffrent. Hein. Donc, je sais pas si tu fais là, décembre va arriver, donc ça va être vraiment la saison des dîners, des repas. Et tu vois que ça monopolise. Ah, c'est vrai. C'est le sujet favori de tout le monde. C'est le sujet favori de tout le monde. Tu vas poser 50-50, là, tu vas voir. Tu vas voir le comportement des gens déchaînés, etc. Mais non, mais c'est hyper drôle. Mais en même temps, ça dit quelque chose dans notre société. Hein. Ça dit qu'il y a une vraie fracture. C'est-à-dire je pense qu'on est en période transitoire entre l'ancien, les anciens modèles de couple et puis les nouveaux, entre nous, les millennials et la Gen Z et tout. Mais c'est passionnant, ouais. Et on a 2 traditions à la fin de ce podcast. La première tradition, c'est que je demande toujours à mon invité, est-ce qu'il y a une personne que tu penses je devrais absolument inviter dans ce podcast? Ah, mais je pense à Libra Zamed, qui est une copine à moi et qui est coach aussi, qui parle beaucoup d'émancipation féminine, qui accompagne les femmes, etc. Et elle lit beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'elle puise de son histoire de la littérature et je pense que ça pourrait être intéressant. Mais ça tournera aussi, je pense, beaucoup... Écoute, c'est mon sujet préféré. Sur les relations hommes-femmes. C'est mon sujet favori. Donc, il faut écrire dessus, on veut des trucs dessus. Écrire, non, mais pour l'instant, en fait, moi, je suis dans la demande, j'essaie de comprendre. Je suis plus dans cette démarche-là. J'essaie de comprendre, en fait, parce que on est dedans. Je sais que je n'ai pas répondu à ta question. Moi-même, je ne sais pas, en fait, réellement ce qu'on veut... en tant que femme, dans le sens où je pense que oui, on veut un compagnon à nos côtés qui nous accompagne, qui nous comprenne. Voilà, on en a marre des gens qui ne font pas... je sais même pas, en fait. Il y a tellement de choses à dire. Tu sais, c'est quoi mon émission préférée en ce moment? C'est un truc qui s'appelle Pop de Ballon. Ah, je connais pas. Tu connais pas? Pop de Ballon. Ah si,
qui pète les ballons. Exactement. Okay, si. Alors, il y a eu ça dans beaucoup de pays, mais il y a le format horrible, américain. Ça, non, attends. Les formats français, par exemple, c'est très trash. C'est horrible. Mais non. Mais aux États-Unis, c'est très sérieux. C'est vraiment un truc de dating. Les gens viennent pour trouver quelqu'un. Non, il faut vraiment que tu regardes. Elle s'appelle Arlette Amouli. Ouais. Elle fait ça avec son mari. Et son mari est producteur et elle est présente. Et en fait, ça se passe à Phoenix, en Arizona. Et en fait, les gens voyagent même de tous les States pour venir participer à l'émission parce que en plus, ils font des follow-up et il y a des gens qui trouvent vraiment l'amour. C'est vrai? Non, il y a des gens qui trouvent vraiment l'amour. Il y a des gens qui sont mariés. Arriver à là, quoi. Mais vraiment, parce que... Et en fait, t'apprends énormément de choses. Après, en fait, ce qui est particulier, c'est que c'est la communauté noire américaine. Donc, t'apprends beaucoup de choses sur la communauté noire américaine. Moi, j'aurais adoré que quelqu'un fasse ça dans la communauté noire française. Mais sérieux, tu vois, comme ça, genre en mode dating où les gens, ils viennent vraiment pour... Ils cherchent à trouver quelqu'un. Parce que tous les essais qu'il y a eu en France, c'est des trucs... C'est pour la caméra. C'est trash, hein. C'est des meufs de OF qui viennent et tout. C'est vraiment trash quand on a essayé de faire ça en France. Mais je trouve que ce sujet-là, il est favori. Et c'est mon sujet favori. Et ma femme m'a convaincu de regarder Love is Blind. Tu l'as regardé? J'ai adoré. C'est vrai? Alors... Je ne regarde pas de télé-réalité, tous ces trucs-là. Mais en fait, comme les relations hommes-femmes, c'est quelque chose... d'intéressant. C'est quelque chose vraiment qui m'intéresse. Donc, en fait, j'ai regardé et c'est édifiant. En fait, c'est édifiant. C'est-à-dire que... C'est triste aussi. C'est édifiant sur la relation entre les hommes et les femmes. Et quand je parle à tous mes amis hommes ou femmes qui sont... sur le marché actuellement, en fait, tout le monde a le même mot. Tout le monde te dit c'est tendu. Ah, moi, on me dit c'est Hunger Games, ça. Tout le monde te dit c'est tendu. C'est Hunger Games dehors. Et en fait, quand tu regardes cette émission, oui, tu comprends pourquoi c'est tendu, en fait. Parce qu'il y a pas les gens, on se comprend pas, je pense, avec les hommes. Il y a un truc, il y a un clash. Ouais. Bon, Mais bon, paix et amour. Paix, amour, unité. On est optimiste quand même. On prône l'amour tous les deux. Moi, je prône l'amour. Oui, on est optimiste. Toujours. La deuxième tradition de ce podcast, c'est que j'offre toujours un livre. Oh, cool. À la fin à mes invités. Et ce n'est pas un livre que j'ai choisi, c'est toujours un livre que l'invité d'avant a choisi pour le suivant. Ok. Et donc, en fait, pour le coup, c'est vraiment le hasard qui décide. Ce n'est pas moi qui décide. Et le hasard a voulu que ce livre-là soit entre tes mains aujourd'hui. Okay. Et ce livre, c'est La confiance en soi de Charles Pépin. Donc, je ne sais pas si tu connais Charles Pépin ou si tu connais ce livre. Alors, Charles Pépin, il a écrit un de mes livres préférés qui s'appelle Les vertus de l'échec. Ok. Où, en fait, il explique vraiment que l'échec, ce n'est pas la fin en soi. Il explique vraiment les vertus dont certaines personnes ont tiré de leur échec. Et il prend vraiment des exemples qui nous parlent. Par exemple, il parle du général de Gaulle. Il dit que le général de Gaulle, avant d'être président, en fait, il a tous les trucs auxquels, toutes les élections auxquelles il a participé, il n'a jamais gagné quoi que ce soit. Ouais. Et le gars, il devient président de la République. Il parle de sportifs qu'on connaît. Et ce livre-là, je suis en train de le lire. Je l'ai pas encore fini, mais c'est la même chose que dans les vertus de l'échec. Il prend beaucoup d'exemples qui sont des gens connus, qui sont des gens qui vont te parler. Et donc, alors, je ne sais pas ce que ça dit sur toi, mais le karma a voulu que on t'offre un livre sur la confiance en soi. Ok, c'est cool. Je pense que de toute façon, tous les livres que tu lis t'apportent quelque chose. Et en ce moment, c'est grave à la mode, les livres. C'est les genres de livres un peu, comment on appelle ça, développement personnel, etc. Et j'en ai pas beaucoup chez moi, des livres de développement personnel. Bon, bah, super. Donc, je vais le lire. Je pense qu'on a toujours besoin parce que la confiance en soi, c'est un muscle. Je pense qu'il se travaille tout le temps. Bien sûr. Et surtout, quand tu es une femme, tu passes par plusieurs phases dans ta vie et tu as toujours besoin de raviver cette confiance en toi parce que dès que tu la perds, bah, tu perds un petit peu de ta boussole et du coup, ça peut te faire des choses dont tu n'as pas envie de faire. Donc, c'est important, je pense, de lire ce genre de bouquin. Merci. Super conclusion. Merci Aïcha. Merci à toi.